10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Première chose, parce que j'ai plus d'aft. Et deuxième, parce que même s'il fait pas très chaud, pas très beau, en tout cas là où je vis, et dans la plupart de l'Europe continentale, au moins on a cette belle journée de Champions devant nous. Et je dis souvent ça, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, sur les semaines de Ligue des Champions. Mais franchement, cette J6 là, la dernière avant Noël, qui méritait sa bande originale, son soundtrack un peu spécial, non seulement c'est une semaine qui est déjà décisive, mais en plus, on a 6 matchs, je trouve, de très haut niveau, peut-être même d'autres, mais j'en ai choisi 6. Il y a par exemple 3 rencontres entre clubs du top 8 cette semaine. Le top 8, on peut le rappeler, Liverpool est tout en haut, 5 matchs, 5 victoires, personne n'a fait ça à part eux, 15 points donc. L'Inter est deuxième, 13 points, attention à cet Inter. Le Barça, troisième, Dortmund quatrième, 2 équipes qui sont à 12 points, les 2 meilleures attaques de la Champions. 5e place, l'Atalanta, un seul but encaissé. Leverkusen 6e, 7e Arsenal, 8e Monaco. Et après, ouais, c'est un peu la Champions des surprises. Villa 9e, Sporting 10e, Brest 11e, Lille 12e. Pas grand monde, on n'aurait pas forcément pensé que ces équipes seraient dans le premier tiers. Et après, c'est les gros qui déçoivent un peu. Le Bayern 13e seulement, Bayern qui normalement, sur la phase de groupe de Champions, déroule. Cette phase de Ligue leur pose un petit peu plus de difficultés. City est 17e. Qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, le Real 24e, le Paris Saint-Germain 25e, qui ont un besoin critique de points. Il reste 3 matchs. Voilà, comme on a dit, la dernière semaine de C1 avant Noël. Et elle est déjà décisive pour certains. Et pour d'autres, elle pourra permettre de se mettre définitivement à l'abri. Donc, on va parler de toutes ces rencontres qui m'intéressent. J'en ai choisi 3 par soir. Et voilà, commençons. J'espère que tout va bien pour vous. Le premier que j'ai choisi, c'est un sommet du jeu. Le premier match que j'ai choisi, j'ai dit un sommet du jeu parce que ce Leverkusen-Inter, donc 2e contre 6e, un premier choc du top 8, ça c'est un très gros match. On peut dire peut-être le début de saison de Leverkusen, il était un peu moins énergique au vu de leurs standards et des temps de passage qu'ils avaient fixés la saison dernière. Beaucoup de matchs nuls. Mais récemment, ils ont retrouvé du rythme. Ils sont sur 5 victoires consécutives. Leur dernier match de Champions, voilà, ils ont giflé Salzbourg 5-0. Ils ont sorti le Bayern aussi, déplacement à l'Allianz Arena, sorti le Bayern en pokal. Ils ont battu St. Pauli ce week-end, 5 victoires d'affilée donc. Et ils sont du coup top 8 de Champions, 6ème place comme on a dit. Wirtz est sur un nuage. Florian Wirtz pour les 5 premiers matchs de Champions de sa carrière, c'est pour ça aussi qu'on l'avait mis dans notre 11 de Ligue des Champions pour l'instant avec Stan la dernière fois. 5 premiers matchs de sa carrière en Champions, il a été élu 4 fois Man of the Match. Il flotte à l'image de son style, il flotte dans tous les classements statistiques, c'est le 2e meilleur buteur de cette campagne de Champions pour l'instant, 5 buts, c'est juste derrière Robert Lewandowski qui a 7, c'est autant que Erling Haaland, Kane, Rafinha, Gyökeres, voilà, le petit Florian Wirtz, il est là. Et en nombre de dribbles par match, par exemple, il est dans le top 10, 2,8. En nombre de passes clés, il n'y a personne qui fait mieux que lui à part Malik Tillman. 3 passes clés par match, c'est pareil que Rafinha, pareil que Vinicius par exemple. Il est vraiment très fort. Et si vous avez raté son but contre St. Pauli ce week-end, voilà, moi je peux mettre que des screenshots. Et franchement, j'ai hésité à tenter les démons du copyright, les dieux de l'UEFA pour vous le montrer en vrai. Parce que... ou les dieux de la Bundesliga pour le coup, parce que réception entre les lignes, contrôle, première touche pour se mettre dans le sens du jeu, la deuxième touche, c'est quoi? C'est un petit pont sur le défenseur central à 20 mètres du but, et la troisième, il bat le gardien en 1 contre 1. Incroyable joueur, pour moi c'est pas normal de glisser sur la pelouse comme ça, et Wirtz, bientôt il va falloir qu'on fasse une vraie vidéo détaillée à son sujet, parce que c'est... Pour moi, je me mets à chercher un surnom pour tous les joueurs. D'ailleurs, j'aimerais bien votre aide dans les commentaires, si on pouvait faire, je sais pas, vidéo après vidéo, trouver un peu un surnom pour le top 100 des joueurs du foot mondial, ça pourrait être un truc cool à intégrer à la chaîne. Et pour moi, le premier truc qui m'est venu avec Wirtz, c'est le surfeur d'argent, sauf que surfeur d'argent, c'est pourquoi l'argent pour les Leverkusen, je sais pas, il n'y a pas vraiment de raison. Mais surfeur, ça c'est sûr, parce qu'il me donne vraiment la sensation de surfer sur la pelouse. Il glisse de zone en zone, il est tellement élégant, et c'est trop dur de lui prendre la balle. Incroyable joueur, non seulement les Leverkusen a ça, ils ont aussi toujours tous les autres, et par exemple Grimaldo, qui est constamment une arme sur coup de pied arrêté, encore un coup franc marqué contre Salzbourg. Qui est le meilleur tireur de coup franc d'Europe en ce moment? En tout cas, lui, il est dans la conversation. Donc Leverkusen, c'est chaud, Leverkusen, c'est fort, le Leverkusen de Xabi Alonso, peut-être pas aussi impérial que la saison dernière, mais j'ai jamais envie de les affronter, perso.
et l'Inter en face, et bah l'Inter c'est pas mal parce qu'ils sont sur 13 matchs consécutifs sans défaite. Ils n'ont pas perdu depuis le derby contre Milan fin septembre. Depuis 13 victoires d'affilée, ils ont battu en Champions Arsenal, Leipzig, ont toujours pas encaissé le moindre but dans cette compétition, donc c'est sympa. Et je pense qu'ils sont peut-être un peu au-dessus de ce Leverkusen, qui en plus doit faire face avec les absences, doit composer avec les absences de Schick et de Boniface par exemple, sur le secteur offensif. Donc, par exemple, contre le Bayern, contre St. Pauli, ils ont titularisé Nathan Tella qui a marqué d'ailleurs contre le Bayern. Après, je sais pas s'il était titulaire contre le Bayern. Il est au moins entré, mais était titulaire contre St. Pauli. Et avec Wirtz, t'as quand même toujours beaucoup de volume offensif. Mais peut-être que face à une équipe qui a, on le rappelle, toujours pas encaissé de but sur cette campagne de Champions, l'Inter, voilà. Peut-être que pas avoir de vraies pointes top niveau, peut-être ça peut poser problème. Je sais pas, ils sont quand même à la maison. Et c'est un match très serré, Leverkusen est à 2,20, le match nul 3,50, Inter 3,05. Moi je vois un match Inzaghi versus Xabi Alonso qui est vraiment, comme on a dit, un sommet du jeu. Deux équipes tactiquement tellement complètes et matures. Je me dis peut-être dans les grosses rencontres, par exemple l'Atalanta super forte cette saison, et l'Inter il n'y a pas si longtemps leur a mis 4-0. C'était quand ? C'était il y a... pas si longtemps je dis ça, mais c'était fin août quoi. Et ils ont tenu tête à City 0-0, ils ont battu Arsenal. L'Inter dans les gros matchs, c'est assez costaud. Alors que les Leverkusen, je reste aussi sur leur défaite 4-0 contre Liverpool pour me dire que même s'ils sont à la maison, je sais pas, dans ce match, je partirais peut-être sur un nul. Un truc 2-2, mais très gros match. Deux équipes auxquelles le nul irait bien aussi, il faut dire. Deuxième contre sixième, je pense que ça leur irait le partage des points dans ce match. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Match nul, 3,50 entre Leverkusen et l'Inter. Les amis, ça c'est les codes que vous savez, vous pouvez les retrouver sur Winamax, mon sponsor, mon partenaire. Avec le lien en description, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France. Votre premier dépôt est instantanément doublé en pari gratuit, mais en plus de ça, vous recevez aussi 10 € immédiatement en cash, crédité sur votre compte. Donc tout ça c'est dès le premier dépôt si vous avez suivi le lien en description. Si vous avez suivi ce lien, je suis aussi rémunéré à chaque premier dépôt, donc merci pour ça. Mais si vous le faites, sachez que c'est totalement interdit aux mineurs, et comme d'habitude, faites attention avec les paris sportifs. C'était notre premier match. Le deuxième pour moi c'est un peu le méga match qui se cache, tapis dans l'ombre, dans l'obscurité. Je sais pas si il devrait vraiment être dans l'ombre, vu que c'est Atalanta-Real Madrid, le choc entre les deux vainqueurs des deux Coupes d'Europe les plus importantes. C'est un remake de la Super Coupe où le Real avait battu l'Atalanta en août. Mais c'est peut-être un match où tu dis, ouais, le Real, monstre absolu contre l'Atalanta qui reste un petit pousset de la Champions au moins, même s'ils ont sorti quelques parcours européens notables sur les dernières saisons. Ce Real est 24e, l'Atalanta est 5e. Donc déjà, peut-être, est invaincu toujours en Champions. Il y a 3 équipes qui sont dans ce cas, c'est l'Inter, Liverpool et l'Atalanta. Peut-être se méfier de cet Atalanta, d'autant plus que même si le Real est bien revenu en Liga, ok, ils sont à 2 points du Barça avec un match en moins. S'ils remportent leur match en retard contre Valence, ils repassent devant. Donc ils sont bien revenus. En plus, Vinicius de retour dans le groupe pour le match contre l'Atalanta, même si je pense pas qu'il sera titulaire. Mais il retrouve un peu des forces vives. C'est juste qu'en face, moi je dis attention à l'Atalanta, qui a pris la tête en Serie A, 34 points en 15 matchs, 38 buts pour, la meilleure attaque d'Italie. Et ils ont encore gagné ce week-end contre Milan. Et qu'est-ce qu'on peut dire ? Voilà, victoire contre l'AC Milan, avant sa victoire contre la Roma. Ils sont sur 9 victoires d'affilée, avec 2-6-1 dans le lot contre Young Boys et contre l'Hellas. 9 victoires d'affilée, un 0-3 qu'ils ont passé à Naples par exemple. Ils sont sur 14 matchs consécutifs sans défaite. Comme on a dit, c'est la meilleure attaque d'Italie et c'est la deuxième meilleure défense d'Europe. Un seul but encaissé en 5 rencontres. Si on combine but plus passe décisive, toutes compétitions confondues, Retegui 17, Lookman 15, CDK 14, les 3 sont tellement forts. Et CDK, comme vous savez, j'adore, a encore marqué ce week-end contre Milan. Si ce gars-là qui est technique, élégant, tranchant, ajoute en plus de ça son 1m92 et son super jump sur coup de pied arrêté, comme là au second poteau pour ouvrir le score contre Milan, qu'est-ce que tu peux faire contre lui ? Il est vraiment en train de se métamorphoser en un méga joueur. CDK version Gasperini, ouais, c'est très fort.
Et après, bah, ils ont juste une top équipe. Le milieu de terrain, dans ce 3-4-1-2 de Rune Ederson, ça marche super bien. CDK, Lookman, bien sûr. Lookman, c'est toujours très très fort. Il a marqué aussi contre Milan. Et Retegui qui n'était pas là ce week-end, mais pas Salic. Le trio défensif, Isaac Guillen, on en a beaucoup parlé. Kolasinac, Dimchiti. C'est juste une très très belle équipe de foot dont il faut se méfier vraiment absolument. Et on en a parlé aussi. Le Real a vraiment vraiment besoin de points en Champions parce qu'ils sont là à 24. Ils en ont que 6. C'est pas le match le plus facile pour en prendre parce que derrière, ils ont des matchs contre Salzbourg et Brest. Donc normalement, là, ils envisagent de prendre 6 points. Donc potentiellement, une défaite serait pas totalement rédhibitoire contre l'Atalanta. Et je pense que c'est vraiment possible. D'ailleurs, les bookmakers montrent à quel point c'est serré. Le Real est coté à 2,40, l'Atalanta à 2,65. 92% des gens partent sur le Real Madrid. Bon, parce que c'est rare de voir le Real à 2,40, j'imagine. Mais moi, ça m'emballe pas trop. Et je vois une Atalanta qui est, même si elle a perdu en Supercoupe, même si le Real, faut toujours s'en méfier en Champions, moi je vois une Atalanta qui est très très forte et qui avance un petit peu masquée aux yeux des gens qui suivent pas la Serie A. Je pense qu'elle peut faire une sensation. Et le Real, pour le coup, méga Real de Champions, incroyable sur les tours à élimination directe, plus grand club de l'histoire, plus grand club de cette compétition. Pour le coup, sur ces premières phases, ils nous ont habitués année après année à des revers, et contre l'Atalanta, ce serait pas le plus choquant. Donc moi, je pense que je vais partir sur l'Atalanta à 2,65. On verra ça dans un peu plus de 24 heures. Et je vais dire un truc genre 3-2 pour l'Atalanta dans un match génial qui méritera une analyse. Pas au coup de sifflet final, parce qu'au coup de sifflet final, on a un autre match. Le match de la survie, Paris pour survivre. Ouais, c'est Salzbourg, Paris Saint-Germain, en Autriche. Alors Salzbourg, déjà éliminé quasiment, à part s'ils remportent s'ils prennent 7 points sur les 3 derniers matchs, c'est possible, mais bon, it's not looking good, ils sont 32e avec 3 points seulement. Mais le Paris Saint-Germain a seulement 1 point de plus, 25e, au bord de la zone rouge. De manière, c'est très simple pour Paris. C'est 10 points pour passer, grosso modo, selon toutes les estimations. 10 points pour être dans le top 24. Il reste 3 matchs, donc il faut en gagner 2. Et c'est Salzbourg, City, le prochain match, et Stuttgart en déplacement pour la J8. Ce qui sera pas facile. Ce sera pas facile contre Stuttgart, qui est là aussi 27e, qui se battra peut-être pour le top 24 à ce moment-là. Mais voilà, juste Paris n'a pas le choix, doit absolument battre Salzbourg. Et Salzbourg, c'est la rencontre la plus abordable des 3. Voilà, comme on a dit, Salzbourg, City, Stuttgart. Si possible, dans cette rencontre, il faut aussi essayer, dans cette rencontre contre Salzbourg, il faut aussi essayer de soigner le goal average qui pourrait carrément jouer. Et la production pour le Paris Saint-Germain, elle est grosso modo là, c'est ce qu'on dit rencontre après rencontre en Europe. Ils ont le 9e meilleur différentiel d'XG de la compétition. Ils pourraient prétendre à être plus que 25e, je pense. Et encore ce week-end, ils l'ont montré, ils produisent 2,5 XG contre Auxerre et n'arrivent pas à marquer, notamment parce qu'il y a un Donovan Léon dans les cages qui a sorti un match absolument exceptionnel. Rien sera donné à Paris contre Salzbourg. Il faudra prendre ses buts, il faudra être efficace dans les deux surfaces, comme ils ne l'ont pas du tout été sur cette campagne pour l'instant. Mais je vais dire quand même, malgré la suspension d'Ousmane Dembélé, le Salzbourg de Pep Linders, là, c'est une équipe qui est... On a rarement vu Salzbourg aussi faible. C'est malgré le fait qu'ils aient des petits joueurs sympas, Oscar Gluck, Néné Dorgeles, malgré ça, c'est plus le Salzbourg de 2014-2023 qui remportait 10 titres en Autriche d'affilée. C'est plus le Salzbourg de Sadio Mané, d'Erling Haaland, d'Upamecano, d'Adeyemi, de Szoboszlai, qu'est-ce que j'ai d'autre, Naby Keita bien sûr, Upamecano, Benjamin Šeško. Voilà, c'est plus ce Salzbourg-là tout à fait parce qu'ils sont, comme on a dit, 32e sur 36 en Champions, mais surtout 5e en Autriche. Et 5e en Autriche, ça veut dire la dernière équipe des clubs avec logo sur Google, hein, parce que même si LASK mériterait son logo, derrière, c'est le grand vide. Ils sont à 13 points de Sturm Graz, même s'ils ont un match en moins après 15 journées. Donc c'est un mauvais Salzbourg. C'est vraiment pas un bon Salzbourg, des résultats très compliqués sur les derniers mois. Paris n'a plus le choix. Paris doit absolument l'emporter. Et malgré la morosité ambiante autour du Paris Saint-Germain, et une morosité qui commence à devenir une réalité avec les résultats, on voit qu'au sein du vestiaire, au sein de l'état-major, il commence à y avoir des crispations, des tensions. Malgré tout ça, moi je vois match après match en Champions, des résultats qui sont mauvais, mais le contenu, tout n'est pas acheté. Pareil contre le Bayern, on avait parlé dans l'analyse, franchement ils n'étaient pas mauvais. Au moins jusqu'à l'ouverture du score de Kim Min-jae à 40e minute.
Et l'exclusion d'Ousmane Dembélé était un vrai tournant sur tout ça. Mais sinon, on trouvait que sur l'attitude, la contre-pression, même les occasions générées, c'était pas mal. Et dans la plupart de leurs matchs de Champions, notamment les gros, contre l'Atlético Madrid par exemple, franchement, ils sont infortunés. Donc, tout ça pour dire, Paris n'a pas fait que des mauvais matchs en Champions. Et ils doivent absolument l'emporter, il n'y a juste pas le choix contre Salzbourg. Donc là, je pars sur la victoire du Paris Saint-Germain avec, je sais pas à quel point je devrais avoir confiance en cette équipe, mais avec quand même un certain niveau de confiance. C'est le bon match pour se remettre en selle, je pense, et même, je pense, Paris peut aller mettre un 3-0, se lâcher un peu, expier quelques démons. Il y a le retour de Gonzalo Ramos, même si Dembélé est suspendu, peut-être un petit peu plus de qualité de finition, et ça passe. Et tu marques vite dans ce match, et tu te mets à l'abri, et tu retrouves un supplément de confiance. C'est quand même un Salzbourg qui, on l'a dit, a 4 défaites en 5 rencontres en Champions, et a perdu l'autre jour 5-0 contre Leverkusen, mais aussi 4-0 contre Brest à la maison, 3-0 contre le Sparta Prague. Voilà, ce Salzbourg n'est pas une bonne équipe, et Paris doit le faire, sinon ça a mal tourné. Quatrième match qui m'intéresse beaucoup, un duel en altitude. C'est, en tout cas, aux yeux du classement de la Champions pour l'instant, ce Dortmund-Barça, c'est le meilleur match parce que c'est le 3e contre le 4e. C'est bien sûr le meilleur match parce que j'y serai aussi. Trop content de découvrir le Signal Iduna Park, le mur jaune, l'ambiance de folie de Dortmund. Et ouais, franchement, c'est choc entre 3e et 4e. Et comme on a dit, les deux meilleures attaques de cette Coupe d'Europe pour l'instant, 18 buts pour le Barça, meilleure attaque, 16 buts pour Dortmund. La deuxième, ça va être pas mal. C'est pas évident pourtant à lire comme rencontre, je trouve. Pas évident à analyser. C'est deux équipes qui ont avancé puis reculé. En ce moment, par exemple, le Barça, après avoir pourtant battu le Real 4-0, le Bayern 4-1, c'était vraiment la très grosse série du Barça. Ils avaient enchaîné quelques belles victoires. Et depuis la défaite contre la Real Sociedad, ils n'ont pas enchaîné 2 victoires d'affilée depuis plus d'un mois maintenant. Pas 2 victoires d'affilée depuis plus d'un mois. C'est quand même pas mal pour ce Barça. Hansi Flick exclu ce week-end contre le Betis. Ça nous a rappelé les souvenirs d'un autre coach catalan il n'y a pas si longtemps. Sa première exclusion. Maintenant pour le Barça, je trouve la très bonne nouvelle quand même, le retour de Lamine Yamal. Ils avaient des problèmes de créativité comme Arsenal sans Odegaard, t'enlèves Odegaard à Arsenal, t'enlèves Yamal au Barça, c'est pas la même équipe. Et avec son retour, on a vu encore les passes qu'il est capable de donner. Les intervalles que seul lui voit à la limite du hors-jeu. Magnifique ballon donné ce week-end pour le but du 2-1. Pareil, l'autre jour contre Mallorca, l'extérieur du pied, c'est son 3e ou 4e, comme ça, cette saison qui devient une passe décisive. Vraiment dingue. Et ouais, il y a un petit peu d'inconstance chez ce Barça, peut-être l'inconstance de l'an 1 de Flick, mais les pics sont quand même très prometteurs. Le Dortmund de Nouri Sahin, c'est pas aussi prometteur, c'est un en 1, c'est un nouveau coach. Et ils sont capables de bons matchs. En Ligue des Champions, il y a une seule défaite, mine de rien, c'est pas pour rien qu'ils sont 4e. Il y a cette défaite, quand même 5-2 contre le Real. Mais sinon, récemment, voilà, ils sont allés battre Zagreb à Zagreb 3-0. Ils ont tenu en échec le Bayern. Ils avaient battu Leipzig il n'y a pas si longtemps. Donc ils sont capables de matchs intéressants. Et il y a un duel qui m'intéresse beaucoup, un match dans le match, c'est Jamie Bynoe Gittens contre Jules Koundé dans le couloir. Bynoe Gittens qui est en feu, qui fait que marquer. Il a 4 buts en Champions, une passe D, ça en fait un des tout meilleurs buteurs de la compétition. Et en Bundesliga, personne n'a plus de dribbles par match que lui. 3,1 dribbles par match, c'est pareil que Florian Wirtz, et c'est même un petit peu mieux que un peu mieux qu'Omar Marmouche, mais mieux encore que Jamal Musiala. Donc vraiment, il est en très bonne compagnie, Jamie Bynoe Gittens. Et il est juste très chaud, c'est vraiment l'homme en forme côté Dortmund. C'est percé dans le dos d'une ligne catalane, on imagine comme toujours très haute, parce qu'ils sont recordman de hors-jeu de la compétition de très loin. Ça peut être un match-up tactique intéressant, et j'ai hâte de le voir. Je sais pas si on sera face à lui au stade, mais hâte de le voir en tout cas à Dortmund. Et juste, je pense, très gros match. Donc, on a dit premier en dribble. Malgré tout ça, je pense que le Barça est quand même un petit peu au-dessus. C'est serré, le Barça est à 2,05, Dortmund 3,10, match nul 3,85. Il y a pas mal d'absents pour Dortmund. Zoule et Waldemar Anton en charnière centrale. Max Bayer aussi qui a été touché l'autre jour contre Gladbach, qui est sorti blessé. Je vais dire dans ce match 3-1 pour le Barça. Victoire du Barça en déplacement. Je pense qu'ils ont quand même un petit peu plus d'armes. Et Dortmund est assez inconstant. Mais malgré tout, je vais dire un but de Bynoe Gittens, qui est pourtant pas si haut que ça parmi les buteurs. Il est le 7e joueur le plus probable, en tout cas pour les bookmakers.
avec un but alors qu'il fait que scorer en ce moment. Il est à 4,30. Voilà, je mettrai une petite pièce sur Jamie Bino Gittens. Mais quand même, je pense à la fin, le Barça l'emporte. Ouais, mais il est très très chaud et hâte de découvrir cette ambiance de folie. Les géants malades, c'est le 5e match. Alors bon, c'est la 2e fois qu'on parle d'une Juve un petit peu malade en Champions, 2e fois d'affilée, mais là ça devient un petit peu un sketch. Ils affrontent Manchester City dans une rencontre entre le 17e et le 19e donc. La Juve a perdu un seul match, toute compétition confondue, cette saison. C'était contre Stuttgart, 1-0, il y a quelques semaines. Un seul match, une seule défaite. Mais sur leurs 20 matchs, toutes compétitions confondues, 11 nuls. Ils sont sur 4 nuls d'affilée là, je crois qu'ils ont fait 6 ou 7 fois 0-0. Ils sont sur 7 matchs nuls sur leurs 9 derniers matchs. C'est bien de ne pas perdre. Et encore une fois, ils n'ont pas de chance avec les blessures, on le dit depuis un moment. Non seulement pas de Nico Gonzalez, Koop Miners qui a manqué beaucoup de temps, mais surtout en défense, Bremer et Cabal ensuite qui se sont fait les ligaments croisés. C'est sûr, c'est pas top. Mais quand même, ça fait beaucoup de matchs nuls. Tu prends pas beaucoup de points avec des matchs nuls. Ils ont montré de la résilience ce week-end. Ils ont fait 2-2 contre Bologne alors qu'ils étaient menés 2-0. Le premier but de la carrière du côté turin de Koop Miners. Ça c'est bien parce que je pense que ça va être un joueur très très important pour eux dans le 4-2-3-1 de Mota. Et commencer un petit peu à être frustré, perdre confiance, peut-être un peu critiqué par les médias alors que je pense qu'il peut vraiment jouer un rôle clé. Et Samuel Mangula a égalisé temps additionnel d'une frappe extérieure de surface absolument sublime. Donc ça leur fait du bien de revenir, ça montre de la résilience, mais ça reste un club qui vient d'enchaîner 4 matchs nuls et qui est 19e en Champions, qui doit prendre plus de points. À la fin, il faut des victoires. Est-ce que ce sera contre City, un autre gros un peu malade? Parce qu'ils avaient rebondi contre Forest après leur passe catastrophique, défait à Anfield bien sûr, le match nul contre le Feyenoord. Ils ont rebondi contre Forest, mais ce week-end ont rechuté contre Palace de partout. Sans un gros match de Ruben Dias, ça aurait pu être pire parce que Palace les a vraiment malmenés. Et comme on sait, c'est pas un bon City cette saison, c'est un City sans Rodri, De Bruyne est revenu à peine. Ils ont des problèmes, Walker dans le couloir droit, c'est un peu compliqué. Comme Guardiola l'a dit à la fin du match contre Palace, c'est une saison pour souffrir, c'est une saison de souffrance. Il faut qu'on survive dans chaque match, ces mots. Et je veux dire que dans ce Juve City, du coup, j'avais bien senti pour le coup le 0-0 de la Juve contre Stuttgart. Non, pas contre Stuttgart. Qu'est-ce qu'ils jouaient la dernière fois en Champions, où ils ont sorti un 0-0 contre Villa, c'est ça. Parce que c'était deux clubs qui étaient un petit peu... qui avaient des difficultés. Villa, beaucoup de blessures. La Juve, beaucoup de matchs nuls. Des complications. Et du coup, je me disais, ouais, ça va faire... Ça peut être un top match. Deux équipes hyper intéressantes sur le papier, mais en vrai, 0-0. Ça s'était plutôt bien dégoupillé. Et je vois, du coup, la même chose, là. On va repartir sur le nul. C'est à Turin. La Juve a perdu un seul match. C'est pas un grand City, donc malheureusement, dans ce match qui aurait pu être très très sympa, et ça se trouve qu'il le sera, je vais dire 0-0 entre ces deux cadors, mais qui ont besoin de points pour finir top 24 et peut-être viser un petit peu plus. City là, 8 points après 5 matchs. Est-ce qu'avec 3 victoires, ce qui fait 17 points, 17 points quand même, il y a moyen. 17 points, il y a moyen de finir top 8, je pense. Comme Monaco, Arsenal. Je sais pas, franchement, j'ai du mal à dire. Mais ouais, je pense que c'est 16 points, 17, peut-être le cut-off, peut-être 18. On verra. En tout cas, pour City, ne serait-ce que... En vrai, un match nul ne serait pas la pire chose. C'est un très très gros match pour les deux. Et enfin, pour Titi, le Thierry Henrico, ouais, vous l'avez deviné, c'est une autre rencontre entre deux clubs du top 8. Après Inter Leverkusen et après Barça Dortmund, c'est Arsenal-Monaco, 7ème contre 8ème. C'est peut-être les deux maillots rouge et blanc les plus iconiques du continent. Je sais pas, mais Arsenal, c'est quand même assez légendaire. Et même Monaco, la diagonale, c'est un peu mythique. Et tu peux ajouter l'Ajax quand même dans le top 3. Et ils se sont joués qu'une seule fois, les deux. Je suis allé checker, c'était en 2014-2015, 8ème de finale, que Monaco avait remporté, en battant notamment Arsenal à l'Emirates sur la manche allée 3-1. 3-1 à Londres, c'était le Monaco d'Anthony Martial qui sert là Dimitar Berbatov, qui avait marqué Joao Moutinho. Voilà, ils l'avaient remporté 3-1 à l'Emirates, après ils avaient perdu 2-0 en principauté, mais ils s'étaient qualifiés, but à l'extérieur. C'est la seule fois qu'on a eu un Arsenal-Monaco. On l'a encore une fois ici, et Monaco est une bonne équipe. 3ème de Ligue 1, 29 points, c'est pareil que Marseille après 14 journées. Donc ils vont clairement se battre pour le podium jusqu'au bout. Zakaria touché avant le match ce week-end.
contre Toulouse, et Adi Hutter s'est montré un petit peu inquiet en conférence de presse. C'est dommage parce qu'il est tellement important pour eux, capitaine, au milieu de terrain, clé. Ça, c'est la situation de Monaco. Arsenal, franchement, s'en sort pas trop mal. Match nul contre Fulham ce week-end, mais sinon, le gros calendrier récent, avec par exemple déplacement à Lisbonne contre le Sporting, battu 5-1, le Manchester United d'Amorim battu 2-0, nul contre Chelsea. Depuis leur défaite contre l'Inter, ils sont sur 6 rencontres consécutives, sans défaite, et ils s'accrochent tant bien que mal dans la course aussi, ils sont pas totalement détachés. Contre Fulham, un partout en ayant concédé que 2 petits tirs. Récemment, ils n'ont pas eu trop de chance avec les blessures aussi. Il manquait Gabriel ce week-end contre Fulham, ça fait une ligne de 4 partait, latéral droit, Kivior titulaire, Timber, même s'il y a des pannes de partout, pas tout à fait sur son bon côté. Et ouais, petit manque de volume offensif aussi quand t'as pas eu Odegaard pendant aussi longtemps. Ça fait que par exemple en Première Ligue, sur les XG, ils sont que la 6ème équipe. En Champions, pareil, sur les XG, ça fait quoi, genre 11ème ou 12ème sur 36. Ils sont pas élites sur la production offensive. Ils restent très durs à battre quand même. Et je pense qu'à la fin, ils seront au-dessus de Monaco. Ouais, ils sont larges favoris, ils sont à 1,29 et je les vois le faire contre Monaco à la maison. Mais pas forcément un match évident, je dirais peut-être 1-0 pour Arsenal dans ce choc, ce Thierry Henrico, et ce match entre 7ème et 8ème. Niveau combiné, du coup, ça nous donne l'Atalanta. Ça, ce serait un sacré résultat. Contre le Real Madrid. Leverkusen, Inter, j'ai dit match nul. Salzbourg, Paris le fait. Une nette victoire, je pense, et j'espère pour mes amis parisiens. Arsenal, Monaco, victoire d'Arsenal. Le Barça qui le fait à Dortmund. Et un match nul entre la Juve et City. Ça, c'est ma vision pour cette J6. Si on a 3 bons résultats, vu nos standards, ce sera déjà pas mal. Et j'espère, les amis, que cette vidéo vous a plu. Qu'est-ce que vous voyez sur ces rencontres? À quoi ressemblera le top 8 à la clôture de cette année 2024 de Champions? Parce qu'après, les prochaines rencontres, c'est mi-janvier et fin janvier pour un multiplex le 29 qui va être dinguerie absolue. 18 matchs en même temps. Il va falloir s'accrocher. Mais ouais, j'espère que vous passerez une très très bonne semaine. Et bien sûr, on sera là pour débriefer un maximum de matchs, surtout mardi et peut-être mercredi, avant que je prenne mon train pour Dortmund, où j'essaierai de faire un truc peut-être sur Atalanta Real ou un autre match qui aura été intéressant. Et après, par contre, mercredi soir, je serai au match. Il n'y aura pas de débrief immédiatement, mais on essaiera de rattraper tout ça en fin de semaine. Merci de votre soutien, les amis, merci de votre force. Prenez soin de vous et passez une excellente semaine. On se dit à bientôt.